continued to face this battle with humor and honesty and a personal sense of dignity that characterizes a man. Would you welcome Michael Landon? Alors je suis allé louer un motoculteur. Coin, je pensais, et était un objet de ce genre, mais qui mesurait en réalité 2 mètres de long et un gros moteur. Pendant 30 ans, une mystérieuse cabane est restée enfermée dans les bois. Michael Landon l'a construite pour en faire son refuge privé. Mais personne n'a vu l'intérieur après sa mort. Les habitants en parlaient depuis des décennies. Des vignes couvraient les fenêtres. La porte était hermétiquement fermée. Puis quelqu'un a finalement trouvé la clé. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a choqué tout le monde. Des effets personnels, des lettres secrètes et quelque chose qui révélait sa plus sombre vérité. La cabane recelait des secrets qu'il ne voulait révéler à personne. Michael Landon est né le 31 octobre 1936 à Forest Hills, dans le Queens. Son vrai nom était Eugene Maurice Horowitz. Son père était un acteur juif américain. Sa mère était une danseuse irlandaise catholique. Leur mariage était tendu. La religion était source de conflits de constance à la maison. La sœur d'Eugène, Evelyn, était née 3 ans avant lui. En 1941, la famille déménagea à Collingswood, dans le New Jersey. Eugène n'avait que 4 ans. Cette petite ville allait façonner son enfance de manière douloureuse. Malgré son QI de génie, Eugène ne s'est jamais senti intelligent. L'école était difficile. Ses camarades le harcelaient. Les professeurs ne le comprenaient pas. La ville n'a pas aidé non plus. Elle était profondément antisémite. Il était contraint de rester sur place le mercredi pendant que les enfants chrétiens allaient à l'église. Il se souvenait d'être resté seul, nettoyant des tableaux noirs, se demandant pourquoi il devait être différent. Ce sentiment de rejet le hantait toujours. Mais ce qui lui était le plus douloureux, c'était ce qui s'était passé à la maison. Sa mère souffrait de graves troubles mentaux. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Eugène a vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Un jour, lors d'une sortie familiale à la plage, elle s'est jetée dans l'océan pour se suicider. Eugène, un jeune garçon, s'est précipité à sa poursuite. Les vagues lui ont frappé la poitrine. Il a crié. Elle ne s'arrêtait pas. Alors il l'a frappée au visage pour la faire reculer. Elle a fait comme si de rien n'était. Mais Eugène a vomi après. Il était malade de peur. Ce genre de scènes arrivait souvent. Il a parlé de drames suicidaires pendant des jours. C'était le chaos. Il ne s'est jamais senti en sécurité. Sa douleur ne s'est pas arrêtée là. Eugène a fait pipi au lit. Ce n'était pas sa faute. C'était médical. Mais sa mère n'y croyait pas. Elle pensait qu'il avait agi par paresse. Alors elle l'a puni, méchamment. Elle étendait ses draps mouillés devant sa fenêtre. Le bus scolaire s'arrêtait juste devant la maison. Chaque matin, ses camarades de classe le voyaient. Il était humilié encore et encore. Eugène essayait d'y mettre un terme. Il se réveillait avant l'aube, prenait les draps, courait à la laverie, les lavait et rentrait discrètement chez lui. Même fermé, il a essayé d'entrer par effraction. Il n'a pas supporté la honte. Un jour, elle l'a envoyé dormir chez quelqu'un juste pour le tester. S'il mouillait son lit là-bas, ce serait pire. Sanon, elle disait qu'il avait fait semblant depuis le début. Il ne pouvait pas gagner. Des années plus tard, il a réalisé un film sur ce cauchemar. Il s'intitulait « Le coureur solitaire ». C'était sa façon de dire la vérité. Mais au milieu de toute cette douleur, quelque chose lui a redonné espoir. Le sport. Il a trouvé la paix dans le lancer du javelot. Il était fort, rapide et concentré. Au lycée, il a lancé le javelot à 59 mètres. C'était le lancer le plus long du pays réalisé par un lycéen en 1954. L'année suivante, il lança à 64 mètres, un nouveau record national. Soudain, les gens le remarquèrent. Le même garçon dont on se moquait autrefois était maintenant dans les journaux. Un entraîneur le décrivait comme un garçon solide et aux épaules larges. Pour Eugene, c'était magique. Pour une fois, il se sentait reconnu. Il avait obtenu une bourse pour l'Université de Californie du Sud. Il rêvait d'aller aux Jeux olympiques, mais il avait une étrange conviction. Il pensait que son pouvoir venait de ses cheveux longs, comme Samson dans la Bible. Ses coéquipiers n'y croyaient pas. Pour lui faire une blague, ils lui ont donné une coupe en brosse. Ses lancers ont chuté de 15 mètres. Il a paniqué. Il a trop forcé pour récupérer. Il s'est déchiré les ligaments de l'épaule. Sa carrière sportive était terminée. Ses études étaient terminées. Ses rêves s'effondrèrent en un instant. Eugène était à nouveau perdu. Il accepta des petits boulots pour survivre. Il vendait des couvertures, remplissait des étagères et déchargeait des marchandises. Un jour, un collègue lui demanda de l'aider à répéter son texte pour une audition.
Eugène lut le rôle et fut meilleur que son ami. Un découvreur de talent a décelé quelque chose en lui. Mais il y avait un problème. Son nom sonnait trop juif. Cela pourrait compromettre ses chances à Hollywood. Il a donc osé. Il a ouvert un annuaire et a cherché. Michael Lane était pris. Puis il vit Landon. Ça lui frappa. Eugene Morris Horowitz était désormais Michael Landon. 4 mois seulement après ce changement, il décrocha un rôle dans Telephone Time. Sa carrière était lancée. Mais sa véritable célébrité lui vint avec un étrange petit film d'horreur en 1957. Le film s'appelait « J'étais un loup-garou adolescent ». Michael y jouait un adolescent perturbé qui se transformait en monstre. L'idée a choqué. Personne n'avait encore réalisé de film d'horreur avec un loup-garou adolescent. Le film a coûté moins de 123 000 $ à réaliser, mais a rapporté près de 2 millions de dollars. Il a connu un succès phénoménal. Son interprétation intense a attiré l'attention d'Hollywood. Puis est arrivée la légende de Tom Dooley en 1959. Michael y incarnait un soldat confédéré qui attaquait accidentellement une diligence, ignorant la fin de la guerre. Le film était basé sur une histoire vraie et inspiré d'une chanson folk à succès. C'était dramatique, romantique et tragique. Il l'a interprété à la perfection. Ce rôle, quelques mois avant sa grande percée, prouva qu'il pouvait tenir le premier rôle d'un western. La même année, tout changea. Il reçut un appel concernant une nouvelle série télévisée. Initialement intitulée « Le fusil sans repos », le film a ensuite été rebaptisé « Bonanza ». Michael y incarnait le rôle de Little Joe Cartwright, le plus jeune de 3 frères, lors de sa première diffusion le samedi 12 septembre 1959. Bonanza n'était pas un simple western. Ce film a révolutionné la télévision. C'était le premier western entièrement tourné en couleur. La plupart des gens possédaient encore des téléviseurs noirs et blancs, mais NBC anticipait les évolutions. Il pensait que les magnifiques paysages autour du lac Tahoe et du Ranch Ponderosa inciteraient les gens à moderniser leur équipement. Ce pari fut payant. Bientôt, les téléviseurs couleurs devinrent la norme, et Bonanza ouvrit la voie. Chaque épisode coûtait entre 100 et 150 $ à produire, soit près d'1 million de dollars aujourd'hui. Ce budget conférait à la série un aspect riche, digne d'un film, qui a établi une nouvelle référence pour la télévision. Mais Bonanza ne se résumait pas à de jolis décors. Il s'agissait de personnes, et une personne en particulier s'est démarquée, Michael Landon. Son personnage, Little Joe, a conquis le monde entier. En 1966, Landon recevait du courrier de fans de 64 des 70 pays où Bonanza était diffusé. Il recevait plus de 50 lettres par semaine, bien plus que n'importe lequel de ses partenaires à l'écran. Et les lettres arrivaient dans toutes les langues imaginables. Les fans étaient convaincus que Little Joe les comprenait vraiment. Landon plaisantait en disant qu'il pouvait désormais dire « Je ne parle pas votre langue » en allemand et en suédois. Il lui suffisait d'apprendre le japonais. Des années plus tôt, Landon rêvait de devenir célèbre comme lanceur de javelot. Il ne s'attendait pas à ce que des inconnus le reconnaissent pour ses talents d'acteur, et encore moins dans des dizaines de langues. Bonanza n'a pas mis longtemps à dominer les audiences. La première année, il n'était même pas dans le top 30. Mais dès la 2e saison, il a atteint le top 20. Dès la 3e saison, elle était numéro 2. Et dès la 6e saison, de 1964 à 1965, elle était numéro 1. Cette année-là, elle a enregistré une audience de 36,3% et a attiré plus de 19 millions de téléspectateurs chaque semaine. Au début de l'année 1964, près de 60% des Américains regardaient Bonanza à la télévision. Aucune autre émission ne lui a égalé ce niveau. Pendant 3 saisons consécutives, Bonanza a dominé les ondes. Les chaînes concurrentes ont tenté de riposter. CBS a lancé le Judy Garland Show, My Living Doll et le Joey Bishop Show. Aucun d'entre eux n'a fonctionné. Les Cartwright n'ont pas pu être arrêtés. Bonanza est resté dans le top 10 pendant 11 ans et dans le top 20 pendant 12 ans. En coulisses, la complicité entre les acteurs était tout aussi forte. La plupart du temps, Lorne Greene, qui incarnait Ben Cartwright, était devenu une véritable figure paternelle. Michael Landon et Dan Blocker, qui jouaient ses fils, lui demandèrent souvent conseil, devant et hors caméra. Greene a même participé à la négociation de contrats pour lui-même. Landon et Blocker, les rendant tous 3 millionnaires. Mais tout n'était pas parfait.
Le réalisateur William Claxton avait un jour qualifié Landon de sale gosse combatif au début, et Pernell Roberts, qui jouait Adam Cartwright, était en conflit constant avec les producteurs. Il n'aimait pas le scénario et est parti après la saison 6. Malgré tout, Landon et Blocker sont devenus des amis proches. Ils ont même acheté une propriété en bord de mer avec Green. À mesure que le nombre de fans de Landon grandissait, son influence grandissait également. En 1962, il n'avait que 25 ans, mais il avait déjà convaincu la chaîne de le laisser écrire un scénario. Il pensait que ce serait facile. Il avait tort. Écrire ce premier scénario lui a pris 2 longues journées. Il était tellement épuisé qu'il n'a pas pu se résoudre à en écrire un autre pendant près de 3 ans. Mais une fois ce blocage surmonté, il s'est découvert une nouvelle passion. Il disait qu'écrire était le métier le plus difficile à la télévision. Les réalisateurs et les acteurs pouvaient parfois prendre des raccourcis, mais pas les scénaristes. En 1968, Landon ajouta un autre titre à son nom, réalisateur. À seulement 31 ans, il jouait, écrivait et réalisait. Il était le cœur créatif de la série. Et il est resté fidèle à ses collaborateurs. La même équipe à laquelle il avait fait confiance sur Bonanza l'a suivi sur La petite maison dans la prairie et Les routes du paradis. Landon ne se contentait pas de faire ses preuves derrière la caméra. Il bâtissait son propre empire narratif. Cette approche holistique a fait de lui l'une des figures les plus influentes de la télévision. Mais en 1972, tout a changé. Dan Blocker, qui jouait Hoss, est décédé subitement après une opération de la vésicule biliaire. Il n'avait que 43 ans. Sa perte a été profondément bouleversante. Landon et Green étaient particulièrement dévastés. Ils avaient travaillé ensemble pendant 13 ans, s'appuyant l'un sur l'autre comme une véritable famille. Green a dit que c'était comme une véritable mort dans la famille. Lorsque NBC a décidé de maintenir Bonanza sans Blocker, Green a été stupéfait. Il a admis plus tard qu'il pensait qu'ils auraient dû annuler l'émission immédiatement. Sans Hoss, ce n'était plus pareil. Le premier épisode de la nouvelle saison fut diffusé en septembre. Intitulé Forever, il devait être consacré au mariage de Hoss. Landon dut le réécrire rapidement après la mort de Blocker. Le résultat est déchirant. Dans cette nouvelle histoire, le petit Joe perd sa femme et son beau-frère suite à un crime brutal. Il se lance alors en mission pour obtenir justice. L'épisode comprenait plusieurs hommages discrets à Blocker. Dans une scène, Joe et Ben pleurent ensemble. Un rare moment d'émotion pour ces personnages habituellement stoïques. Il y avait aussi un zoom lent sur une photo encadrée de Hoss sur la commode de Joe. L'épisode est devenu l'un des plus mémorables de l'histoire de la télévision et s'est classé 4e au classement hebdomadaire. Les téléspectateurs avaient clairement besoin de dire au revoir, eux aussi. Mais même cet épisode marquant n'a pas pu sauver la série. NBC avait commis une erreur fatale. Ils avaient déplacé Bonanza du dimanche soir au mardi. Le public n'a pas suivi. Après Forever, les audiences ont chuté rapidement, de la 4e à la 39e place, puis à la 52e. Le 6 novembre 1972, NBC annonça l'annulation de l'émission. Green était furieux. Il apprit la nouvelle un lundi et on lui ordonna de partir avant le mercredi. « Non, ne fais pas ça à n'importe qui », a-t-il déclaré. Même un balayeur de rue reçoit un préavis d'1 semaine. Quelques jours plus tard, NBC a tenté de revenir sur cette décision. Mais il était trop tard. Les décors avaient déjà été démontés. Le dernier épisode fut diffusé le 16 janvier 1973. Après 14 saisons et 431 épisodes, Bonanza s'est achevé sans véritable au revoir. Le dernier épisode n'était même pas un final. Pour une série qui a autrefois dominé la télévision, la fin semblait précipitée et froide. Mais l'héritage de Bonanza et de Michael Landon ne s'arrête pas là. Landon créera et jouera dans 2 autres séries à succès. Et Bonanza restera à jamais gravé dans les mémoires. Pas seulement pour sa couleur, ses audiences ou ses personnages, mais aussi pour la façon dont elle a façonné la télévision elle-même. En 1974, la télévision américaine regorgeait de séries policières, de courses-poursuites et de sitcoms bruyantes. Mais Michael Landon souhaitait quelque chose de plus calme, de plus profonde. Après 14 ans passés à Bonanza, il ne s'est pas reposé. Au contraire, il s'est lancé avec audace en territoire inconnu. NBC était sceptique. Une série sur une famille de pionniers du 19e siècle n'a pas vraiment fait un carton. Mais Landon avait de l'influence. Il venait de signer un contrat d'exclusivité avec NBC et il a utilisé ce pouvoir pour lancer la production de La petite maison dans la prairie.
Le coup de pouce final est venu de chez lui. Sa fille lisait les livres et sa femme les adorait. Ce lien personnel est devenu son argument de vente. NBC a finalement accepté un pilote de 2 heures, diffusé en mars 1974. Le 11 septembre, la série avait un créneau hebdomadaire. Landon n'était pas seulement la star, il dirigeait tout. Il a produit les 204 épisodes de 1974 à 1983. Il en a écrit des dizaines. Il en a réalisé bien d'autres. Il évoluait rapidement, faisant rarement des deuxièmes prises. Quand quelque chose fonctionnait, il disait simplement « imprimer » et il passait à autre chose. L'émission devenait la sienne. Son style, son ton, sa vision. Même après la fin de la série, il a maintenu l'histoire en vie avec 3 téléfilms. À cette époque, Landon n'était plus seulement un acteur principal. Il était l'une des figures les plus influentes de la télévision. Et il ne l'a pas fait seul. Landon était fidèle à son équipe. Lorsqu'il a quitté Bonanza, il a emmené ses hommes avec lui. Le producteur Kent McRae, le réalisateur William Claxton et le compositeur David Rose. Ils l'ont suivi dans La petite maison dans la prairie, puis dans Les routes du paradis. Rose a composé la musique des 204 épisodes. Landon a également veillé à ce que son ami Victor French ait une place. D'abord dans le rôle de M. Edwards, puis dans celui de sa partenaire dans Les routes du paradis. Il a même utilisé son salaire NBC, provenant de l'annonce de la Parade des Roses chaque année, pour acheter des cadeaux de Noël à toute l'équipe de La petite maison dans la prairie. C'était un geste discret, mais qui en disait long. Une coulisse. Cependant, tout n'était pas aussi généreux. Karen Grassel, qui jouait Ma Ingalls, s'est retrouvée engagée dans une lutte acharnée pour une rémunération équitable. En 1975, la série a fait un carton dans le top 10, mais Landon a bloqué son augmentation. Il lui a dit que la chaîne ne trouvait pas son personnage populaire. Il a même affirmé qu'elle devrait gagner autant que les enfants acteurs. Grassel fut humilié. Par encore, Landon commença à réduire son temps d'écran. Dans de nombreux épisodes, elle apparaissait moins de 8 minutes. Cela a réduit ses paiements résiduels. Elle ne recevait autrefois que 1,27 $ par rediffusion. Pendant plus de 2 saisons, elle s'est sentie acculée. Son contrat la maintenait prisonnière, et partir signifiait un suicide professionnel. Ce n'était pas seulement une question d'argent, le comportement de Landon a mal tourné. Grassel a décrit comment il faisait des blagues grossières et sexuelles pendant les répétitions. Un jour, avant de tourner une scène de chambre, il s'est mis à faire des commentaires crus sur les femmes. Elle s'est figée. Elle était juste figée, a-t-elle dit plus tard. D'autres actrices sur le plateau ont également détesté ça. Melissa Gilbert a confirmé que Grassel et Catherine McGregor ne supportaient pas les blagues salaces de Landon. Sa liaison avec Cindy Clerico, une maquilleuse beaucoup plus jeune que lui, n'arrangeait rien. Il s'en vantait ouvertement, même s'il était encore marié. Landon ne s'arrêtait pas aux mots. Il a usé de son emprise pour punir Grassel davantage. Elle a décrit une période où son rôle s'est amenuisé. Dans un épisode, elle s'est simplement servi une tasse de café et est partie. Parfois, la caméra zoomait sur les accessoires au lieu de montrer son visage. Elle passait des heures à enfiler son costume et son maquillage, pour n'être utilisée que quelques secondes. Ses partenaires ont commencé à garder leur distance. Elle s'est mise à boire pour faire face. « Tu boirais aussi », disait-elle, si Michael Landon te déprimait. Une partie de cette noirceur venait du plus profond de lui-même. Landon a eu un passé traumatisant. Né Eugene Horowitz en 1936. Il a grandi auprès d'une mère mentalement instable qui a tenté de se suicider à plusieurs reprises. À 10 ans, il l'a empêché de se noyer. Ce souvenir le hantait. Il disait que c'était le pire jour de sa vie. Et dans La petite maison dans la prairie, cette douleur transparaissait dans les scénarios. Dès la 3e saison, Landon a écrit 2 intrigues distinctes où les personnages s'immolent par le feu pour échapper au désespoir. Ces séries, censées être familiales, ont pourtant été ponctuées de moments de violence et de traumatismes choquants. Landon n'a pas caché ses cicatrices. Il les a mises à l'écran et les a exprimées avec ses poings. Les bagarres sont devenues un élément caractéristique des épisodes qu'il a écrits. Les critiques l'ont remarqué. Les cascadeurs aussi. L'un d'eux a dit qu'il ne s'agissait pas de blesser les gens. Il fallait juste qu'ils se déchaînent. Dans ses scénarios, Charles Ingalls sauvait souvent une personne en difficulté en la frappant. Cela faisait écho à sa propre enfance, lorsqu'il devait frapper sa mère pour la sauver. Cette libération physique est devenue un thème récurrent. Fais disparaître la douleur avec tes poings.
Landon préférait tourner ses scènes lui-même, sans doublure. Ce n'était pas seulement du théâtre, c'était une thérapie. Malgré tout cela, Landon travaillait sans relâche. Il réécrivait les scénarios, restait tard et poussait chaque scène jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Les acteurs et l'équipe le qualifiaient de perfectionniste. Certains le trouvaient trop strict. D'autres ont admiré les résultats. Sa fille a un jour confié que sa santé avait souffert de la charge de travail. Mais son dévouement a porté ses fruits. L'émission abordait le racisme, la pauvreté, la maladie et les abus. Des sujets rares à la télévision familiale dans les années 1970. Pourtant, la plus grande contradiction résidait en Landon lui-même. Les téléspectateurs voyaient Charles Ingalls, un père humble et travailleur. Mais l'homme qui l'incarnait arrivait sur le plateau en Ferrari, portait des chaînes en or, fumait des Marlboro et lançait des blagues obscènes. Alison Arngrim a dit un jour que c'était comme regarder un magicien. L'instant d'après, il était devenu le fou furieux. Ensuite, il s'appelait Pa Ingalls, puis vint le scandale. Sa liaison avec Cindy Clerico fit exploser son mariage de 17 ans. Melissa Gilbert aussi en fut bouleversée. Elle le considérait comme une figure paternelle. Maintenant, tout lui semblait mensonge. La vie de Michael Landon ne se résumait pas à la célébrité et à la télévision. Une coulisse, elle était jalonnée d'amour, d'erreurs, de secondes chances et de 9 enfants issus de 3 mariages différents. En 1956, il épousa Dodie Levy-Fraser, une secrétaire juridique. Il adopta son fils de 11 ans. Plus tard, ils adoptèrent un petit garçon prénommé Josh. Mais en 1962, leur mariage prit fin. Quelques semaines après le divorce, Landon épousa Marjorie Lynn No, une femme rencontrée sur le tournage de Bonanza. Cette fois, la famille s'agrandit encore. Il adopta Cheryl, le fils de Lynn. Ensemble, ils ont eu 4 autres enfants, Leslie, Michael Jr., Shauna et Christopher. C'était une grande famille. Et pendant 19 ans, ils ont semblé soudés. Mais en 1982, tout s'écroule. La suite bouleverse son image à jamais. Sur le tournage de La Petite Maison dans la Prairie, Landon rencontre Cindy Clerico, une doublure de 18 ans. Il avait la quarantaine. Ils se sont rapprochés, trop proches. Ses partenaires ont commencé à remarquer le temps qu'il passait avec elle. Karen Grassel, qui jouait sa femme à l'écran, a révélé plus tard que Landon se vantait de sa libido retrouvée et du pouvoir du pollen d'abeille. Il a également commencé à recommander des livres comme « Ma mère »,« Moi-même » que Cindy lui avait offert. Ce qui a choqué tout le monde. Ce n'était pas seulement la liaison, c'était la trahison. Landon s'était forgé une image de père idéal à la télévision américaine. Il quittait alors sa femme de 19 ans pour une femme plus jeune que sa propre fille. Lorsque la liaison fut rendue publique, les répercussions furent considérables. Lynn Go l'apprit en les suivant et, selon certaines sources, lui aurait jeté une bouteille de vodka à la tête. Furieuse. Des annonceurs comme Kodak ont coupé les ponts. La presse s'est déchaînée. Landon a tenté de s'expliquer lors d'interviews. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de désir. Il a affirmé que son mariage était profondément perturbé. Mais les fans ne pouvaient ignorer cette contradiction. Il jouait des anges et de bons pères à l'écran, tandis qu'en dehors, il menait une vie bien différente. Malgré le chaos, Landon épousa Cindy en 1983. Ils eurent 2 enfants, Jennifer et Sean. À cette époque, il avait 9 enfants au total. Avec les plus jeunes, il était chaleureux et joueur. Sean disait qu'il ne savait même pas que son père était célèbre. Jennifer se souvenait comment il la traitait comme une adulte, allant même jusqu'à la faire asseoir pour regarder mon pied gauche alors qu'elle n'avait que 6 ans. Mais les aînés avaient du mal. Cheryl, sa belle-fille issue de son second mariage, a un jour décrit combien elle l'aimait profondément. Après un accident de voiture presque mortel, Landon était resté à ses côtés à l'hôpital, espérant qu'elle survivrait. Pourtant, ce même homme lui a brisé le cœur en quittant sa mère. Melissa Gilbert, qui jouait Laura dans La Petite Maison dans la Prairie, s'est retrouvée prise au piège. « Je dois travailler avec Mike », a-t-elle écrit, mais il a fait quelque chose qui a transformé mon monde en camp opposé et en colère. Des années plus tard, le fils de Landon, Michael Jr., a réalisé un film sur lui, intitulé « Le père que j'ai connu ». Ce n'était pas seulement un hommage, c'était une plongée profonde dans ce que signifie aimer quelqu'un qui vous fait du mal. En 1984, après le scandale, Landon reprit le travail avec un nouveau spectacle, Highway to Heaven. Il a joué Jonathan Smith, un ange envoyé pour aider les habitants de la Terre.
L'idée lui est venue alors qu'il était coincé dans les embouteillages de Beverly Hills. Il regardait les gens klaxonner et s'est dit que s'ils étaient gentils, tout se passerait mieux. Cette pensée a donné naissance à une série sur la gentillesse, les secondes chances et la foi. Le personnage qu'il incarnait avait vécu sous le nom d'Arthur Thompson et était mort en 1948, tout comme Landon à 54 ans. La série a duré 5 saisons et 11 épisodes. Et tout comme Landon lui-même, l'ange avait des défauts, mais il s'efforçait toujours de faire le bien. Début 1991. Alors qu'il skiait dans l'Utah, Landon ressentit de violents maux de tête. Les médecins lui diagnostiquèrent un cancer du pancréas le 5 avril. La maladie s'était déjà propagée à son foie. Il n'avait que 54 ans. Un mois plus tard, il était invité au Tonight Show avec Johnny Carson. Il parlait ouvertement de sa maladie, en plaisantait et conseillait aux gens de ne pas ignorer les signes avant-coureurs. Il pensait que le tabac et l'alcool avaient joué un rôle dans son cancer. Il avait même essayé d'arrêter de fumer après le décès de Victor French, son partenaire dans Les Routes du Paradis, d'un cancer du poumon. Landon a refusé de laisser les tabloïds raconter son histoire. Le 8 avril, il a invité les journalistes dans son ranch de Malibu. Il est resté là, courageux et calme, et a dit « Je ne trouve pas ça drôle, mais si on veut faire quelque chose, on ne le fera pas en restant dans un coin. » La presse ne s'est pas arrêtée pour autant. Un faux titre a même affirmé que lui et Cindy essayaient d'avoir un autre enfant pendant son traitement. Ces enfants, en particulier les petits Sean et Jennifer, ont été épargnés par la plupart de ces événements, mais ils ont tout de même ressenti la tempête. Cette maison de Malibu était plus qu'une simple maison. C'était un symbole. Pendant des années, elle a été le lieu de rassemblement des acteurs, de leurs amis et de leurs familles pour écouter de la musique, faire des barbecues et discuter longuement. À mesure que sa maladie s'aggravait, ce foyer devint quelque chose de plus profond, un ultime lieu de rassemblement. Un week-end avant sa mort, ses 9 enfants rentrèrent à la maison. Les différences qui existaient auparavant n'avaient plus d'importance. À Trace H. Vingt, le 1 juillet 1991, Michael Landon est décédé chez lui, tenant la main de Cindy, avant de mourir. Il a regardé ses enfants et a demandé un moment seul avec elle. « Je vous aime tous très fort », a-t-il dit, « mais pourriez-vous descendre et me laisser un peu de temps avec Cindy ?» Son enterrement était bondé. 500 personnes sont venues lui rendre hommage. Ronald Reagan a décrit son combat contre le cancer comme une histoire qui a touché le cœur de chaque Américain. Melissa Gilbert a simplement déclaré qu'il était intègre. La tombe de Landon est silencieuse et simple. On peut y lire « Il a saisi la vie avec joie. Il a donné à la vie avec générosité. » Il laisse un héritage d'amour et de rire. Sa tombe se trouve au Hillside Memorial Park, à côté de celle de son fils adoptif, Mark, décédé en 2009. Mais il existe aussi un lieu caché près des falaises de Malibu, un mémorial informel où des inconnus déposent encore des fleurs, des pierres et des lettres. En 1998, le National Cowboy Museum inscrit son nom au Panthéon des célébrités. Son étoile brille toujours sur Hollywood Boulevard, à 1500 North Vine Street. Mais pour ceux qui le connaissaient, ce n'était pas une question de récompense. C'était une question de petits détails. Ce Phil, Shona, l'a très bien résumé. N'attendez pas. Il n'y a qu'un nombre limité de lendemains. C'est ainsi que Landon a vécu. Et c'est ainsi qu'il voulait qu'on se souvienne de lui. Après la mort de Michael Landon en 1991, un événement étrange est arrivé à la demeure de Malibu qu'il occupait autrefois. Elle ne s'est pas vendue aussi vite. Elle n'a pas été démolie ni revendue comme la plupart des maisons de célébrités. Au lieu de cela, elle est restée là pendant des années. Ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était une immense propriété de 7 chambres nichées sur 21 mètres de front de mer doré de Malibu. Un lieu autrefois rempli de rires, d'enfants, de scénarios et de Fates to Stars, soudainement devenu silencieux. Les habitants ont commencé à l'appeler la maison abandonnée de Michael Landon. Les gens en parlaient à voix basse. Des touristes passaient, espérant l'apercevoir à travers les grilles. Certains avaient même apporté des appareils photos, considérant l'endroit comme un sanctuaire. Les jardins étaient devenus sauvages. La brume marine laissait des traces sur les vitres. Le bois extérieur commençait à pâlir et à s'écailler. C'était comme si la nature recouvrait lentement le passé, centimètre par centimètre. Pourtant, la maison se dressait fièrement, intacte, rappel silencieux de l'homme qui y vivait autrefois. Les forums en ligne en ont eu vent. Des photographes immobiliers ont pris des photos saisissantes.
L'une d'elles montrait une vitre embuée qui semblait ne pas avoir été nettoyée depuis 10 ans. Une autre vigne capturée grimpait sur les côtés. Bientôt, la maison devint un mystère. Pourquoi restait-elle là? Pourquoi personne n'en avait rien fait? Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Landon avait vendu la maison 2 ans avant sa mort. En 1989, elle avait été adjugée 6 millions de dollars. Avec l'inflation, cela représenterait environ 11 millions de dollars aujourd'hui. L'acheteur l'a conservée et finalement, quelqu'un a tenté sa chance. L'endroit a été entièrement rénové. Moderne, propre, presque méconnaissable par rapport à l'étrange carapace qu'il était devenu. Puis, en 2014, la propriété est enfin revenue sur le marché. Cette fois, elle a été vendue pour la somme astronomique de 40 millions de dollars. Une maison fantôme transformée en mine d'or. La preuve qu'à Malibu, même les endroits les plus calmes peuvent reprendre vie et revenir en force.